pense que le coaching est une mode. Ce ne l'est pas. Ça fait au moins 50 ans que ça existe. Ça a commencé dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre et aux États-Unis, mais ça s'est répandu rapidement en Australie et en Nouvelle-Zélande, et aussi bien sûr en Europe continentale et dans d'autres pays. J'ai des chiffres pour les États-Unis. 93% des organisations utilisent les coachings dans leur entreprise, que ce soit en engageant des coachs externes ou en formant les gens à l'intérieur à être coach ou en ayant vraiment un bureau interne de coaching. En Grande-Bretagne, il s'agit de 88% et en Australie, 72%. Donc c'est énorme. Je n'ai pas les chiffres pour la Suisse, mais je pense que c'est quand même bien plus bas le pourcentage d'après mes expériences. C'est un chiffre d'affaires, en tout cas en 2012, de 2 milliards de dollars, c'est énorme, et c'est une industrie en croissance. C'est en croissance parce que, évidemment, ça marche. Alors pourquoi ça marche, on verra ça après, mais on peut regarder aussi les nouveaux modèles de leadership. Ce sont des modèles qui ont été élaborés pas par des scientifiques dans leur université, dans leur tour d'ivoire, mais vraiment par des académiques qui sont aussi praticiens. Donc ils ont mesuré dans l'industrie, dans les entreprises, et ils sont arrivés à un certain nombre de modèles de leadership contemporains qui se différencient des premiers modèles du XXe siècle. On pensait que le leader était Superman, qui connaissait tout, il savait tout, et que par la force de son caractère charismatique, il allait tirer les followers, les gens à le suivre. On sait que ce n'est pas comme ça. On sait maintenant qu'il y a différents types de leadership qui sont beaucoup plus efficaces. Ils ont été mesurés à être efficaces. Par exemple, le premier, c'est le leadership transformationnel, qui nous dit que les leaders doivent être inspirants, ils doivent être congruents, donc servir de modèle, ils doivent stimuler l'intellect de leurs employés, pas seulement leur donner des ordres, mais stimuler leur intellect. Donc ce sont des qualités qui sont typiques du leadership transformationnel. Après la crise, les grandes crises de l'industrie et des banques, avec tous ces problèmes de corruption au début du XXIe siècle, il y a une nouvelle forme de leadership qui a émergé, c'est le leadership authentique. On a vu que les gens, les employés vont plus facilement suivre quelqu'un qui est authentique, qui est sincère, qui ne se cache pas derrière des masques, des masques comme ça de pose, de fonction dans l'entreprise, mais plutôt qui se présente même dans sa vulnérabilité. Donc le leader authentique est sincère, il est authentique, il est transparent dans sa communication et surtout il est très très éthique. Ça, c'était quelque chose qui était très important au début du XXIe siècle, l'éthique et l'honnêteté. Les gens n'étaient plus prêts à suivre des gens qui étaient corrompus. L'intelligence émotionnelle, je pense que ça c'est très très connu, tout le monde, vous le connaissez tous, je crois, oui? Qui c'est qui connaît? Ouais, voilà, bon, c'est très répandu, c'est Daniel Goleman qui l'a rendu célèbre, mais en fait il y avait des personnes avant lui même qui avaient étudié ça. Et on dit aujourd'hui que le leader efficace est capable de gérer ses propres émotions, mais il est aussi capable de reconnaître l'émotion dans l'autre, hein, et d'agir en conséquence. C'était vraiment une nouvelle idée de pouvoir amener, reconnaître qu'il y a une sphère émotionnelle dans les entreprises et non seulement que c'est la sphère émotionnelle qui va déterminer la performance. Donc les gens finalement qui sont plus heureux vont produire et travailler mieux et aussi des êtres humains plus épanouis. Le leadership résonance est un peu dans le même sens. C'est Richard Boyatzis aux États-Unis avec Annie McKee qui ont poussé cette forme-là. Ils ont fait des recherches et des sciences et ils ont découvert que les personnes qui sont en résonance avec l'autre, qui arrivent à être vraiment en communication profonde et sincère avec le collaborateur, sont ceux qui vont plus motiver et faire vraiment adhérer les personnes à l'objectif de l'entreprise. La résonance est un processus qui se passe à niveau du cerveau, c'est physiologique et c'est une communion entre deux personnes dans une communication où il y a la confiance. On a aussi le leadership partagé. Alors fini le grand chef unique, charismatique au sommet de la pyramide. On parle de leadership partagé, surtout en Europe, dans les pays scandinaves, mais en Angleterre, en France également,
dans les entreprises qui travaillent avec des grandes équipes, où le pouvoir est partagé, les décisions sont partagées, les innovations sont faites ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très répandu. On le voit aussi en Suisse, dans les entreprises plus techniques, le leadership, il est vraiment partagé. Et en dernier lieu, c'est les modèles les plus récents, c'est les modèles de leadership sans hiérarchie du tout. Donc ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Il y a des entreprises techniques, il y a des entreprises dans l'industrie automobile qui marchent vraiment avec des équipes qui sont en autogestion. Donc on a éliminé tous les services fonctionnels, RH, finance, achat, etc. Chaque équipe se autogère et on fait émerger l'intelligence collective des groupes par des techniques. Alors ce qui est intéressant de toutes ces nouvelles théorie, il y a quelques points. D'abord, tous prennent le coaching comme compétence essentielle. Donc, au XXIe siècle, le leader, il doit pouvoir coacher les personnes avec lesquelles il interagit. Toutes ces théories nous disent que le leadership n'est pas inné, contrairement à ce qu'on aurait pu penser dans le temps, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Troisièmement, le leadership n'est pas permanent. Il est temporaire. On peut être leader pour un projet et puis après reculer, continuer dans sa fonction. Et dernier point très important, c'est que le leadership appartient à tout le monde. Ce n'est pas seulement l'affaire de la personne qui a le titre de chef ou directeur. Donc le leadership se manifeste dans l'être humain tout le temps, à tous les niveaux, dans les familles, dans les équipes. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle conception du leadership et surtout, ils disent tous qu'il faut savoir coacher. Alors pourquoi il faut savoir coacher? Parce que vous le savez mieux que moi, vous travaillez dans les entreprises, le travail est difficile de nos jours, c'est complexe. On a besoin que la ligne, les personnes qui ne sont pas les chefs, soient habilitées à prendre des décisions face à des changements abrupts, face à des demandes toujours plus poussées des clients. On a aussi une force de travail qui est hautement instruite. On a la génération Y, les millennials et même ceux un petit peu avant. Ce sont des gens qui ont fait des études très très poussées et qui ont envie de se développer dans leur travail, qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'être coachés et donc qui ne sont pas du tout des personnes qu'on peut juste donner des ordres et qui vont suivre. Ils ont une exigence plus grande. Et donc, on voit qu'il y a un certain malaise dans les entreprises, mais ce n'est pas partout où les gens peuvent s'épanouir. Il y a eu une étude de Gallup, c'est une étude immense, sur 70 000 personnes en 142 pays, donc c'est énorme, sur l'engagement des employés. Et ils sont arrivés à des chiffres vraiment effarants. Donc il y a seulement 13% des employés qui sont engagés. Ça veut dire enthousiastes, contents, heureux, passionnés par leur métier et avec envie de faire progresser les objectifs de l'organisation, de l'entreprise. Seulement 13%. 63% sont désengagés. Ça veut dire quoi? C'est des gens qui ont commencé avec beaucoup d'enthousiasme, quand on commence toujours, quand on est employé par quelqu'un, on trouve un travail, on a plein d'enthousiasme, et qui n'ont pas trouvé un environnement où ils ont pu s'épanouir, s'exprimer, se développer, contribuer, et petit à petit, ils ont perdu leur enthousiasme, donc ils sont dans le présent, désengagés, ils mettent les heures, le minimum indispensable, mais pas plus. C'est énorme, 63%. Et 24%, c'est les activement désengagés. Ce sont ceux qui non seulement sont mécontents, mais manifestent leur insatisfaction et même ils mettent les bâtons dans les roues. Donc, il y a vraiment un malaise et il y a un besoin d'une meilleure communication. Alors, on voit que le commander, contrôler, les anciens modèles, Taylor, Payol, etc. ne marchent plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour remplacer ça? Beaucoup de personnes ne savent pas. C'est bien de dire on élimine le command et control. Et puis quoi? Comment je vais me comporter alors? Les managers sont vraiment dans ce dilemme de perdre le contrôle. Et puis en même temps, ils doivent répondre, ils sont responsables du résultat de leurs équipes. Donc l'attitude coach, les compétences coach proposent une alternative vraiment valable et efficace au modèle désuète du commander et contrôler.
Ça ne marche plus aussi de devoir être le super-héros que je citais tout à l'heure, le chef qui sait tout, omnipotent et omniscient, ça ne marche plus, les gens n'y croient plus. Donc, par le coaching aussi, on peut être un leader plus authentique en utilisant des techniques de coaching plus sincères et beaucoup plus crédibles aux yeux d'une force de travail qui est très instruite et très futée. Le coaching marche, alors il y a la International Coaching Federation qui ont un stand là derrière, je crois, qui ont fait des recherches et on sait que grâce au coaching, la productivité augmente de 70%, c'est énorme. 80% de plus de positivité parmi les employés, ça c'est énorme. Vous voyez l'impact à niveau de morale, de santé, de productivité, d'équilibre de vie. Et un retour sur investissement de 10 à 49 fois. C'est énorme aussi. Alors, il y a une grande marge parce que les critères pour mesurer le retour sur investissement sont différents. Les différentes entreprises ont différents critères. Donc, il y a une différence des chiffres, mais c'est énorme. Alors, c'est des résultats vraiment extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui fait le leader coach pour produire tous ces résultats? Ces résultats-là, ils sont produits pas seulement par les coachs externes que vous engagez, c'est aussi et surtout par l'attitude coach qui est déployée par vos employés dans votre entreprise. Qu'est-ce qui fait le leader coach? Il a un certain état d'esprit. Donc quelqu'un qui est très aigri et très négatif va avoir du mal à être coach, ou il va devoir en tout cas faire un travail préalable. L'état d'esprit du leader coach est quelqu'un qui est assez positif, qui regarde vers les solutions plutôt que de s'enliser dans l'analyse des problèmes, et qui est capable d'utiliser les forces de ses collaborateurs comme levier pour avancer plutôt que de mettre la loupe sur les défauts. Il a aussi un regard sur l'autre bienveillant, bien sûr, et aussi qui croit que les collaborateurs et que chacun, que tous les êtres humains peuvent s'améliorer, peuvent développer, ont un potentiel. Donc ça, c'est l'état d'esprit et le regard. Il a des compétences professionnelles, donc ils sont formés à être coach. Ça ne s'improvise pas. Il faut apprendre à avoir l'attitude coach et les techniques coach. Et avec tout ça, ils tiennent des conversations qui sont structurées. Pas des conversations n'importe comment. Elles ont un sens, une direction qui produisent des nouvelles idées qui sont génératrices. Alors, l'utilisation stratégique du coaching, ça se passe comment? Comment on fait ça en entreprise? D'abord, les dirigeants sont coachés, pas forcément dans cet ordre, mais souvent dans cet ordre. Les dirigeants sont coachés pour qu'eux-mêmes puissent développer leur potentiel et expérimenter qu'est-ce que ça veut dire d'être coaché. C'est très important pour être coach soi-même, d'être coachable, d'avoir déjà fait l'expérience. Ensuite, les dirigeants, ils apprennent les techniques de coaching et en troisième lieu, l'entreprise conduit un processus de changement pour introduire la culture coaching. Je vais vous donner des exemples pour que ça vienne un peu plus vivant. Le premier exemple est donc j'ai pris une publique, ONG et privée. La première, c'est une organisation publique. C'est le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni qui a voulu vraiment changer cette image qu'ils avaient de fonctionnaires un peu poussiéreux, de la fonction publique un peu lente, et ils ont voulu introduire le coaching pour dynamiser leur staff et les rendre plus flexibles. Et ils ont vraiment lié ça à la stratégie de leadership de l'organisation. C'était énorme, c'était public. Et ils ont clairement dit qu'ils voulaient améliorer leur performance en utilisant des conversations coaching structurées et non directives. Donc ça a été écrit noir sur blanc. Ce mot-là, non directive, est vraiment parlant parce que ça nous dit que le nouveau coach, il ne va pas donner des ordres, mais il va utiliser des techniques de conversation non directives pour que les gens aient eux-mêmes leurs propres idées. Donc pour tous ceux qui ont expérimenté le coaching, vous savez ce que c'est. Pour les autres, il faut l'expérimenter pour voir comment ça marche. Donc ça, c'était la stratégie du Foreign Office en 2010. Ils ont commencé. Oxfam. Oxfam est une ONG, vous la connaissez, très grande, une merveilleuse organisation qui combat la pauvreté dans le monde. Et déjà en 2007, ils ont introduit le coaching comme style de management pour tout le monde.
dans toute l'organisation, dans le monde entier. D'abord, les cadres supérieurs ont reçu du coaching et puis après, ils ont formé tout le monde à être coach à tous les niveaux. Et eux, ils se considèrent une organisation qui coach. Et par ça, ils améliorent les relations, ils prennent la créativité, la réactivité à un monde très difficile dans lequel ils travaillent. Et surtout, ils ont créé une organisation où chacun peut apprendre continuellement avec ces conversations génératrices de nouvelles idées. La troisième organisation que je vous présente, c'est IBM, donc technique, industrie, organisation à profit, organisation énorme qui aussi a introduit le coaching. Ils ont un chef de coaching, une directrice de coaching. Et ils ont d'abord coaché et formé 300 cadres supérieurs, le top management. Et ensuite, ils ont fait de la formation coaching pour 30 000 employés. Je crois que le projet, il est encore en cours. C'est pas encore fini. Donc, c'est énorme. Et ils ont voulu vraiment améliorer les compétences de communication, faire en sorte que les gens créent des relations positives et fructueuses et s'écoutent et partagent leurs connaissances. Le partage de connaissances est très important aujourd'hui dans les entreprises parce qu'il y a tellement de connaissances, il y a tellement de choses à savoir et les formations formelles, disons, ne suffisent plus. Il faut que les gens puissent communiquer entre eux de manière positive et créatrice pour pouvoir partager les connaissances. Donc ça, c'est les trois exemples. Un petit clin d'œil à l'état de la recherche. Donc je ne vais pas vous citer tous les domaines, mais il y a plusieurs domaines de recherche pour le coaching. Ce qui va vous intéresser, ce qui va intéresser les coachs qui sont ici, c'est les recherches autour du coach. Que fait le coach, comment il est, quelles caractéristiques il a, quelles compétences il a, qui sont les clients, quel type de personnes, quel type d'entreprise achète le coaching, et la relation, parce que le coaching c'est vraiment basé sur la relation de confiance. Donc on étudie beaucoup quelles sont les qualités dans cette relation de confiance entre coach et coach, que ce soit un coach externe avec un client, mais aussi parmi les collègues. Alors vous vous rendez compte, une organisation qui encourage des relations de confiance et donne les moyens pour les réaliser. Parce que si on dit comme ça, ayez confiance l'un dans l'autre, c'est pas facile. Mais on donne des moyens avec les techniques coaching. Vraiment, ça c'est extraordinaire et ça augmente tout le côté de performance et de bonne ambiance dans les organisations. Donc on regarde beaucoup ça. L'autre que j'aimerais citer, c'est le retour sur investissement qui sera plus intéressant pour nos collègues RH. Donc, il y a des modèles, il y a des façons de mesurer le retour sur investissement. Pas seulement le retour économique, genre j'ai investi tant et la production a augmenté de temps ou les ventes ont augmenté de temps, donc une comparaison numérique. Mais aussi, il y a des façons de mesurer ce qui est un peu plus intangible, l'amélioration de l'ambiance, moins de conflits, moins d'absentéisme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Plusieurs universités dans le monde ont des programmes de recherche sur le coaching, aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi en France. C'est pas seulement dans les pays anglophones. Il y a beaucoup de publications où vous pourrez trouver des informations sur le coaching. Les trois premières, c'est des revues d'affaires auxquelles vous pouvez accéder très facilement, le Harvard Business Review. Et puis Coaching at Work et Choice, ce sont des revues qui sont uniquement sur le coaching, spécialisées sur le coaching. Ça peut être intéressant pour vous. Il y a des institutions telles que l'International Coach Federation, le Chartered Institute of Personnel and Development et Gallup, qui sont des organisations qui font des méta-recherches. Et il y a énormément de revues académiques qui sont vraiment pour ceux qui sont branchés plus sur les publications académiques. Il y a beaucoup, ils sont tous listés là et si jamais je peux vous donner aussi des renseignements complémentaires. Donc pour ceux qui s'intéressent vraiment au coaching, au-delà du phénomène mode, il y a des connaissances qui sont à votre disposition. Alors, vous pouvez peut-être déjà commencer à imaginer où vous en êtes par rapport à la maturité de votre organisation à accueillir le coaching. Il y a des questionnaires très longs, très complexes. Ça, je vais retirer juste 4 points.
Et je vous invite avec ces 4 points de faire un peu comme on faisait avec les marguerites quand on était petit. Je t'aime un peu, passionnément ou pas du tout. Et imaginez, réfléchir un peu, est-ce que le coaching est lié aux résultats dans votre organisation? Est-ce que le coaching est cité dans la stratégie? Est-ce que le coaching est cité comme une compétence essentielle pour les leaders? Alors, si vous dites oui à tout ça, vous pouvez dire que c'est vraiment passionnément. Si c'est un petit peu, peut-être c'est un peu, et si c'est pas du tout, ma foi, vous êtes encore débutant de ce côté-là. Est-ce que être coaché est encouragé? Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le coaching pour la personne qui ne sait pas trop communiquer ou qui n'est pas bien avec son staff, alors on appelle un coach pour l'arranger. Et puis cette personne, elle est gênée de montrer qu'elle est coachée, parfois elle veut même pas que le coach il vient à l'entreprise, elle veut le rencontrer dehors parce qu'elle a honte. Eh bien ça c'est vraiment bien dommage parce que le coaching peut faire ça mais il peut faire bien plus et dans les organisations où il est introduit pleinement, le coaching est quelque chose pour les hauts potentiels, les gens qui ont envie de se développer et les gens sont fiers d'avoir un coach externe. Et après, quand il y a vraiment une culture coach, ben, il n'y a même pas question d'être fier ou pas, tout le monde se coach et tout le monde a cette attitude. Donc là aussi, essayez de voir si vous êtes passionnément ou bien un peu ou bien pas du tout. Est-ce que la formation au coaching est intégrée dans toute votre formation? Et est-ce que le coaching est récompensé? Est-ce que les managers qui coachent sont récompensés et reconnus? Si oui, ça veut dire que vous êtes vraiment en plein dans la culture coaching. Si le coaching, ça se passe de temps en temps par quelqu'un par hasard, alors vous êtes à l'autre niveau du spectre. Donc ça, c'est un peu pour votre réflexion. Et mon dernier slide, c'est le rôle des RH. Alors les RH sont souvent ceux qui introduisent le coaching, parce qu'ils s'occupent de la formation et du développement. Et ce qui est important, c'est qu'il y a tout le service RH qui soit impliqué, pas seulement le service formation et développement ou performance. Il faut vraiment que tous vos collègues dans votre département soient partants et qu'ils soient porteurs du message coaching. Donc, pour pouvoir promouvoir et le diffuser dans l'organisation. Les RH doivent pratiquer le coaching s'ils le proposent. Alors c'est très important, un des principes fondamentaux du coaching, c'est la congruence. Donc les RH, s'ils modélisent le coaching, s'ils accueillent leurs collègues clients quand ils viennent avec une problématique dans leur bureau avec une attitude coach, s'ils sont eux-mêmes formés avec le coaching, s'ils peuvent montrer au reste de l'organisation comment ils ont amélioré leur service, leur performance, leur morale, et bien ça va être un message beaucoup plus puissant que d'envoyer le coaching dans une liste du catalogue de formation pour l'année. Évidemment, vous fournissez la formation de coaching, vous guidez les changements de culture, pensez un processus qui vient du haut pour toute l'organisation. Et surtout, c'est très important que vous vous procurez les moyens de mesurer l'impact des interventions coaching dans votre organisation. Que ce soit les coachs qui viennent de l'extérieur, que ce soit les gestionnaires que vous avez formés à l'intérieur pour être coach, c'est très important de mesurer ça. Il y a des méthodes, intéressez-vous au modèle, vous trouvez ça sur Internet, il y a des publications pour ça, parce que c'est ça qui va déjà vous informer vous, est-ce que c'est juste un truc sympa, cool, moderne à faire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur mon organisation. Et en plus, ça va vous donner beaucoup plus de crédibilité avec le leadership dans votre organisation pour avancer dans ce projet. Voilà, et c'est fini. Merci, parce que j'ai fait juste attendre 30 minutes. Merci beaucoup.